Parfait. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette deuxième table ronde intitulée « Évaluer au nord et au sud, circulation, apprentissage et regards croisés ». Comment circulent les savoirs, les apprentissages à travers le monde et surtout quel rôle peut jouer l'évaluation dans cette circulation des savoirs? Est-ce qu'elle peut être un outil pour mieux comprendre les phénomènes, les mécanismes qui sous-tendent ces apprentissages? Ou peut-elle être en elle-même, ou peut-elle en elle-même les susciter grâce aux résultats, voire aux processus qu'elle peut organiser? Donc, pour aborder ces différents questionnements, on a eu le plaisir de pouvoir solliciter les éclairages croisés à la fois de personnes qui vont relayer des points de vue de bailleurs ou de commanditaires d'évaluation, ceux de personnes qui conduisent ou qui accompagnent des évaluations en interne, mais aussi ceux d'un évaluateur externe. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Estelle Raimondo, à ma droite, responsable du service des méthodes d'évaluation du groupe indépendant d'évaluation au groupe de la Banque mondiale, Marie Ferré, qui est économiste, chercheur en évaluation d'impact dans l'équipe IMPRES au CIRAD, qui est un institut de recherche en agriculture pour le développement, Laetitia Drine, qui est responsable de l'unité suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage de l'initiative à Expertise France, et Ziad Moussa, qui va être avec nous en visio, qui est donc un expert indépendant en évaluation, ancien président de l'Organisation internationale pour la coopération en évaluation et membre actuel du comité directeur international de l'Evaluation Academy, et qui lui-même a accompagné depuis plus de 20 ans des gouvernements, des bailleurs et ONG dans la mise en place d'approches d'évaluation participative et apprenante. Donc sans plus tarder, peut-être pour commencer déjà cette discussion, qu'en est-il vraiment donc, des travaux d'évaluation qui visent à mieux comprendre ces processus d'apprentissage? Qu'ont-ils à nous apprendre sur leurs mécanismes, sur leurs différentes stratégies, et sur ces différentes stratégies qui peuvent être déployées et quels peuvent être leurs succès. Peut-être on va commencer par donner la parole à Estelle Raimondo de la Banque mondiale pour présenter un peu les enjeux de cette banque qui se présente comme une banque de connaissances et donc la manière d'appréhender ces enjeux. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça marche? Il y a déjà un problème de censure, on parle Banque mondiale. Bonjour à tous, merci de me recevoir. C'est ma première expérience au JFE. J'ai passé 15 ans aux États-Unis, à Washington, et je viens de rentrer en France. Donc si je fais des anglicismes, j'espère vraiment que vous allez me pardonner, parce que c'est très probable. Donc brièvement, la Banque mondiale, pour ceux qui la connaissent ou la connaissent peu, c'est une banque de développement, bien sûr, qui couvre la totalité de la région sud. Et on a environ 110 pays qui sont nos clients. Et on a été fondé avec, à la base, les projets de financement. On aidait à construire des routes, à électrifier, à créer des systèmes de santé. Et notre système d'évaluation, il a été lancé dès le début, avec le projet comme son unité principale. Et on a un système très, très élaboré autour de ce projet. Mais on est maintenant en 2025 et depuis les années 2000, on se présente d'abord comme une banque de connaissances, c'est-à-dire qu'on a évolué beaucoup, on finance encore des projets, mais de plus en plus, notre rôle, c'est d'aider à l'institutionnalisation, à la mise en capacité, à la circulation des connaissances. Et on a un rôle un peu plus subsidiaire quand il s'agit de la mise en place des politiques publiques dans nos pays clients. Et donc on est vraiment un peu à la croisée des chemins dans notre système d'évaluation parce que l'appareil qu'on avait jusqu'à maintenant n'est plus vraiment propice et il n'est plus vraiment, comme on dit, fit for purpose. Il ne marche plus vraiment pour ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, on essaye de se poser la question de qu'est-ce qu'un nouveau système d'évaluation, y compris d'auto-évaluation, pourrait être mis en place pour pouvoir vraiment capter ce qu'on fait de manière principale, qui est la facilitation de ces apprentissages.
Donc ce que je voulais dire, c'est que les apprentissages, c'est vraiment un objet d'évaluation compliqué. On en a parlé un peu en termes des transitions ce matin. C'est ni un objectif, ni une intervention en elle-même. C'est pas quelque chose qui peut vraiment avoir un numéro qu'on met dans une base de données. C'est le fruit de plusieurs activités. C'est le fruit d'une relation qui est créée entre, pour nous, le bailleur et le pays client. Et tout ça, c'est difficile à formaliser. Donc mon groupe, qui est le groupe d'évaluation indépendant de la Banque mondiale, qui a comme mandat d'évaluer tout ce que la banque fait, y compris les processus d'apprentissage, y compris les processus d'institutionnalisation. Ce qu'on a fait, c'est déjà de conduire 6 grosses évaluations sur la décennie précédente pour comprendre comment le flux de connaissances, comment la banque apprend elle-même. Et ensuite, comment on peut évaluer aussi ces chemins plus indirects vers le développement qu'on essaie de susciter. C'est pas facile et ça demande de nouvelles méthodologies et ça demande aussi de déconstruire beaucoup des mécanismes qu'on a vraiment ancrés. Par exemple, le fait qu'un indicateur, on est obnubilé par les indicateurs, ça suffit pas, par exemple. Le problème de la durée, on a des évaluations qui arrivent 6 mois après que les projets se terminent. Ça, c'est le système d'auto-évaluation. Or, ici, on doit avoir des évaluations dans la durée, 10 ans. 10 ans au moins, c'est ce qui est important. Ensuite, c'est la possibilité d'évaluer multiples activités ensemble, en grappe. Et ça, c'est aussi compliqué. Et méthodologiquement, on ne peut pas faire que de l'économétrie, il faut faire des évaluations beaucoup plus interdisciplinaires. Donc on a mis en place ces 6 grosses évaluations, on a compris beaucoup plus la manière tacite où les connaissances se diffusent. Et maintenant, on s'apprête à changer comment on auto-évalue et à vraiment avoir un produit d'évaluation qui est basé sur cette intervention de capitalisation et d'apprentissage. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner la parole à Marie Ferré, qui intervient pour le CIRAD, et voir leur stratégie en tant qu'organisme de recherche. Oui, donc bonjour à tous, merci. Donc effectivement, je vais apporter l'expérience CIRAD, qui est un centre de recherche en agriculture pour le développement, qui travaille en partenariat avec les instituts dans les pays du Sud, dans les pays du Sud d'intervention. Et donc le CIRAD est engagé depuis un certain nombre d'années maintenant dans le développement d'une culture organisationnelle qu'on appelle une culture de l'impact, avec un objectif vraiment d'instiller des questionnements au sein de la communauté scientifique, afin de mieux appréhender, de mieux suivre, de mieux évaluer, de s'interroger vraiment sur les impacts des recherches qui sont menées. Donc l'idée derrière ça, c'est d'encourager une compréhension, une réflexivité sur la compréhension de la recherche à des impacts sociétaux. Donc ce qu'on peut dire, voilà, ça paraît assez essentiel, disons, pour un centre comme celui-ci, en agriculture et en plus de recherche finalisée, actionnable et en partenariat. Mais ça a demandé du temps. Donc c'est une trajectoire organisationnelle qui a maintenant un peu plus de 15 ans. Et il a fallu réfléchir à développer des modalités qui soient adéquates, des méthodes, des approches, des outils, fonder aussi une équipe dédiée qu'on a nommée tout à l'heure, qui s'appelle l'équipe InPress, et qui est vraiment une équipe qui accompagne donc les collectifs de recherche à mieux penser les impacts vers lesquels ils souhaitent mener leur intervention. Donc que ce soit en amont d'une intervention, donc en termes de planification stratégique, mais aussi en itinéré et en ex-post. Et donc vraiment inhérente à cette culture, c'est cette logique d'apprentissage, donc qui se passe à différents niveaux de l'organisation. Donc peut-être un exemple plus spécifique en termes d'apprentissage est totalement en lien avec ça. Donc c'est de prendre l'exemple de la méthode, d'une des méthodes qui a été développée, qui s'appelle InPress Ex-Post, et qui rejoint très bien ce que Estelle venait de dire à l'instant sur l'analyse de processus d'innovation qui soit de long terme, qui implique des grappes de projets,
et donc qui vise à capturer la complexité du processus et désarticuler, disons, la contribution de la recherche au sein de ces processus à des impacts. Donc c'est une méthode qui est plutôt qualitative, qui repose sur l'analyse de contribution, théorie du changement, et qui est aussi centrée acteur, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder combien de personnes ont adopté telle ou telle innovation agricole, mais on va s'intéresser à la logique d'appropriation de ces produits de la recherche par des acteurs, en se demandant comment, par qui, pour quel changement durable, quel changement ça a impliqué chez ces acteurs en particulier, et dans quel contexte, sous quelles conditions. Et puis, pour rebondir là-dessus, donc en plus de ces études de cas qui sont très particulières et très centrées donc, sur une innovation en tant que telle, on mène aussi des études plus croisées, plus transversales, qui vont donc prendre en compte plusieurs études de cas, mobilisant cette méthode. Et donc l'idée avec de tirer vraiment des apprentissages communs, tirer des enseignements, des leçons. Et donc on a pu voir que effectivement l'impact, ça met beaucoup de temps à émerger. Le temporalité projet, c'est généralement pas suffisant pour voir émerger de l'impact. C'est souvent une co-construction, ça émerge souvent d'une co-construction des produits de la recherche avec un processus multi-acteurs qui est engagé. Il y a beaucoup de situations d'apprentissage qui peuvent se passer tout du long, pas mal de situations de renforcement de capacité. Et on a vu aussi, en regardant ces différents cas, que la recherche peut en fait prendre une diversité de rôles. Donc, pas seulement de la production de connaissances, mais aussi de la formation, des appuis, de la communication, jouer le rôle d'intermédiaire, de l'accompagnement à différents niveaux. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Et peut-être nous allons donner la parole à Ziad Moussa, qui est avec nous en visio. Ziad, est-ce que... Eh ben oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, et on vous voit parfaitement, Ziad. Merci, merci. Donc, d'abord, félicitations pour les 25 ans. C'est quelque chose qui se fête. De deux, je suis assez jaloux que je ne suis pas avec vous. Et de trois, je m'adresse à vous de Beyrouth. Bon, dans la présentation aussi, j'ai été super content que ce soit dans la vidéo ou dans les discussions de voir souligner le rôle des évaluateurs, évaluatrices émergents. Peut-être une des meilleures choses que j'ai vu naître dans ma vie avec la feu Marie Gervais, c'était Evaluth, ou le réseau global des évaluateurs, évaluatrices émergents. Donc, voilà. Maintenant, quel rôle dans l'analyse de l'apprentissage? Disons, la première citation qui m'est venue à la tête, c'est d'un de mes livres phares, c'est ces livres qui vous marquent au feu rouge, qui est La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et là, Proust dit, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et la profession actuellement est à un carrefour où j'ai entendu les collègues parler, les méthodes vont et viennent, les structures vont et viennent, mais c'est surtout les yeux de l'évaluateur ou l'évaluatrice qui nous permettent de regarder, mais aussi de rester fit for purpose, c'est-à-dire, j'ai le même problème que Estelle avec les anglicismes, donc désolé pour ça. Dans le meilleur des mondes, je ne parle pas des évaluations où là, on est avec un bouquin, où on rentre des trucs dans Excel et on analyse et on pond un rapport plus ou moins bien ficelé qui va finir dans un tiroir ou changer le monde. Dans le meilleur des mondes, le processus de l'évaluation en soi-même est un espace collectif d'apprentissage et de dialogue, surtout et avant tout.
l'évaluateur, évaluatrice et technicien et quelque part politicien et quelque part psychologue. Donc, il y a toutes ces dimensions-là qu'on doit faire rentrer dans le processus pour capturer pas seulement ce qui a été appris, mais comment il a été appris en soi. Je travaille surtout dans ce qu'on appelle le Global South, le Sud global, surtout en zone de conflit ou l'après-conflit. Et je remarque de plus en plus dans les évaluations qu'on fait que le moment d'évaluation est peut-être un des seuls moments où les différentes parties prenantes, pour ne pas utiliser le mot belligérant dans une phrase, s'ouvrent, parlent, se projettent en avant, mais regardent aussi en arrière. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui, la plupart du temps, ne fait pas surface dans ce qu'on fait. On est la plupart du temps confiné aux rapports, aux recommandations, mais il y a toute la beauté de ce qu'on fait, c'est aussi tout ce qu'il y a là-dedans. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire. La co-construction est un apprentissage en soi et la dimension apprentissage dans ce qu'on fait est vraiment essentielle. Merci. Merci beaucoup Ziad, c'était absolument brillant et collectivement merci d'avoir répondu à la question d'Agathe et démontré en quoi l'évaluation est un processus d'apprentissage. Maintenant on a envie d'en savoir plus et de savoir comment ces apprentissages, ces enseignements circulent sur notre petit globe, désormais très connecté. Et pour ça je me tourne vers Laetitia Green qui a des solutions, des dispositifs en tout cas en place à l'initiative chez Expertise France. Merci beaucoup, Alix. Donc, voilà, je suis Laetitia Drine, je suis la responsable de l'unité, effectivement, SERA, qui veut dire suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage à l'initiative. Alors, l'initiative, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme, une facilité indirecte de la France qui contribue au Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Et on intervient par deux modalités qui sont les appels à projets. On soutient des projets des pays éligibles et de l'assistance technique. On fournit de l'expertise, par exemple, pour renforcer les capacités justement de certains acteurs ou de la société civile dans les pays. Donc ce programme dispose depuis, ça fait déjà 10 ans qu'on a un dispositif d'évaluation à l'initiative. Donc ça fait déjà un corpus de matériaux extrêmement riche, vivant, et qu'il était aujourd'hui presque évident ou impératif de transformer l'essai, de travailler sur les apprentissages. Pour ça, maintenant, on a une unité aussi qui a pu impulser cette dynamique de diffusion et de circulation. Et pour répondre effectivement à cette question, quels enseignements tirer d'expériences d'apprentissage croisées, qu'ils soient sud-sud ou nord-sud, je souhaite vous partager l'expérience de l'auto-évaluation accompagnée, qui s'est mise en place à travers deux projets, donc l'un porté par l'ONG SIDAction au Burundi et en RDC, et l'autre par Coalition Plus, pareil, dans 3 pays, au Burundi, au Maroc et en République de Maurice. La méthodologie de cet exercice s'est vraiment articulée sur un trinôme, donc l'équipe SERA de l'initiative et les chargés de projet, les porteurs et leurs partenaires de mise en œuvre, ainsi que les évaluateurs mandatés. Ce qui était particulièrement fécond, c'est de voir comment l'auto-évaluation a renouvelé aussi la manière de concevoir la production et les apprentissages de l'évaluation. C'était plus un exercice donc descendant, avec un bailleur qui commandite un expert et qui arrive là auprès des porteurs, mais plutôt un processus dialogique, avec aussi un rôle de l'évaluateur qui va bouger, dont le périmètre va être aussi redéfini et qui va jouer davantage un rôle méthodologique d'accompagnement en favorisant justement le transfert de compétences des évaluateurs vers les acteurs locaux de mise en œuvre effectivement des interventions.
3 enseignements majeurs depuis ces 2 expériences. Le premier, c'est effectivement de nous montrer le transfert de compétences méthodologiques à travers effectivement des réunions, des ateliers pour co-construire, où les évaluateurs mandatés vont co-construire les outils d'évaluation, les indicateurs, les outils de collecte, de gestion, comment on passe un entretien, comment éventuellement on passe un questionnaire. Ce travail a permis aussi aux porteurs d'être mis en responsabilité et en capacité aussi de s'approprier ce type de démarche particulièrement participative. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est plus l'évaluateur qui fait l'évaluation, mais il va accompagner. Alors de différentes manières, parce que pour ces 2 projets, ça ne s'est pas réalisé de la même façon. Pour l'un, effectivement, l'évaluateur, en tout cas, il y avait une équipe d'évaluateurs internationales et des évaluateurs dans chaque pays de déploiement, avec un binôme évaluateur national et collecteur. Et par contre, l'éval international, qui ne veut pas dire un évaluateur du Nord, donc ça aussi c'est important de le dire, a été en tout cas à la main de la rédaction et en partie de l'analyse pour la consolidation de toutes ces évals par pays. Dans le second projet, c'était totalement différent. Il a été plus un animateur, un facilitateur pour chaque étape, et aussi bien les porteurs que les partenaires, enfin les chefs de projet comme les partenaires de mise en œuvre ont été à la main, aussi bien pour la collecte, l'analyse, le traitement des données et la rédaction. Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être le deuxième enseignement, c'est moins technique mais plus politique, c'est comment aujourd'hui, à travers cet exercice d'auto-évaluation accompagnée, se positionnent aussi les porteurs et notamment les organisations à base communautaire. Ce sont les bénéficiaires avec lesquels nous travaillons effectivement de plus en plus. C'est aussi les positionner, pardonnez-moi l'expression, en sachant. Souvent, ils sont mobilisés pour mettre en œuvre les activités des projets. Là, ce type d'exercice les a mis aussi en responsabilité pour produire des connaissances, pour effectivement faire émerger des savoirs tacites, des connaissances explicites, partageables, et aussi de, en tout cas, contribuer à un changement qui était intéressant, renforcer leur leadership et aussi leur position auprès des institutions nationales comme les ministères ou les programmes nationaux de santé. Donc de vraiment mettre en avant la plus-value effectivement des acteurs communautaires et d'en faire aussi de ce travail d'évaluation un espace de reconnaissance qui compte réellement pour les acteurs, qui leur donne aussi une visibilité accrue, et notamment lorsque ce sont souvent des groupes marginalisés ou stigmatisés. Ce qui est intéressant, c'est aussi que les principes de l'auto-évaluation font écho à l'approche communautaire, notamment, elle se développe énormément dans nos projets, c'est-à-dire celle d'empowerment, d'autonomisation et de transformation sociale. Autre enseignement, c'est que effectivement, ces exercices d'auto-évaluation offrent aussi, on dirait, une place de plus en plus importante aux changements significatifs qui peuvent être difficiles à capter, à mesurer dans des approches plus classiques, notamment que ce soit dans des environnements de crise, de transition. On le voit, l'aide au développement a subi un bouleversement effectivement de son aide et de ses financements, avec les différents retraits que vous avez peut-être pu observer. Ou encore lorsque vous travaillez auprès de populations stigmatisées, marginalisées, voire criminalisées dans certains pays. Les pairs éducateurs vont pouvoir aller, de par leur position, documenter des transformations sociales, relationnelles ou encore comportementales, et qui peuvent parfois échapper à nos outils plus standards comme des indicateurs très macro ou des cadres logiques qui ne fonctionnent pas pour aller saisir effectivement la finesse des transformations. Donc là, effectivement, ça nous appelle aussi un autre apprentissage croisé, c'est lorsque vous faites travailler des acteurs du terrain, des agents de santé communautaires avec des institutions nationales, ça permet aussi de produire une relation directe un peu plus horizontale, en tout cas davantage de dialogue, où chaque partie prenante va découvrir ou comprendre aussi les contraintes auxquelles l'autre fait face. Par exemple, effectivement, c'est un programme, un ministère de la Santé qui va se rendre compte des contraintes du terrain pour les acteurs de santé communautaires. De l'autre côté, les acteurs communautaires vont aussi découvrir toutes les contraintes liées à une gouvernance assez lourde et à des contraintes administratives. On ne révolutionne pas les rapports de pouvoir. Par contre, ça permet notamment, on a eu un exemple justement au Burundi, où face à des problèmes de ressources humaines au ministère de la Santé, un groupe de travail s'est monté. Ça a permis à l'acteur communautaire, en l'occurrence la NSS, de pouvoir aussi participer à la rédaction d'un guide sur la prise en charge et le traitement des co-infections VIH et hépatite. Donc on voit ici effectivement comment ça peut produire aussi des synergies et des transformations.
quelques mots peut-être pour conclure. On voit que cette double circulation, elle est à la fois technique, mais elle est à la fois aussi politique. Et c'est ça aussi qui rend cet exercice d'auto-évaluation accompagné un outil aussi fécond de transformation partagée et d'apprentissage croisé, que ce soit effectivement dans le sens circulation sud-sud, où effectivement l'État et la société civile parfois se rejoignent effectivement sur des contraintes communes et avec une logique qui dépasse aussi le transfert un peu unidirectionnel de la méthode ou des savoirs. Et de la même manière, les initiatives locales permettent aussi de pouvoir faire bouger parfois nos cadres méthodologiques internationaux. Enfin, on a remarqué aussi à travers ces expériences que cet exercice tend aussi à prévenir l'association que l'on peut avoir entre évaluation et audit. Bien qu'on fasse énormément de pédagogie, l'auto-évaluation devient un outillage complètement intégré au cycle de projet, à la démarche projet. Et elle peut aussi favoriser une meilleure intégration des recommandations qui ne sont pas là seulement une exigence du bailleur, mais viennent effectivement des acteurs qui ont fait le projet. Donc ça marche bien. C'est peut-être la limite aussi de cet exercice pour aller analyser les processus, l'implémentation, la mise en œuvre, le travail des jeux d'acteurs. Par contre, là où c'est la limite, c'est vraiment pour aller mesurer les impacts ou des effets à plus long terme du projet. Donc là, il faudrait peut-être effectivement l'articuler, le conjuguer avec d'autres exercices évaluatifs ou learning studies. Merci. Merci Laetitia. Il faudra véritablement que je revisionne l'enregistrement de cette table ronde. Il y a une telle densité de propositions qui sont formulées pour le transfert de connaissances. J'en ai noté quelques-unes, mais un évaluateur qui accompagne déjà la définition qui est posée des acteurs communautaires agissant, sachant, un parcours dialogique aussi, donc pas un sens unique, mais quelque part un double flux de l'évaluation, le rapport entre auto-évaluation et audit. Et cette phrase quand même, on ne touche pas au rapport de pouvoir de manière renversante. Oui, donc vous y touchez en fait. Donc c'est effectivement beaucoup de propositions issues du domaine de l'évaluation. Mais dans le domaine du transfert de connaissances, la recherche évidemment depuis toujours a été un lieu de transfert de connaissances. C'est pour ça que je me tourne vers Marie pour savoir effectivement, vous de votre côté, les exemples que vous pouvez partager avec nous. Merci bien. Et donc sur cette question, j'aimerais évoquer un exemple assez concret, un cas d'étude qu'on a mené au CIRAD et qui a mobilisé la méthode qu'on a évoquée tout à l'heure, donc qui s'appelle Impress Ex Post. Et donc ce cas d'étude, il révèle une trajectoire d'appropriation assez particulière, puisque un petit peu inattendue. Donc il s'agit de l'objet Sarah, donc qui est l'innovation qu'on a étudiée, qui est un modèle de bilan hydrique conçu par le CIRAD il y a environ une trentaine d'années, qui vise à permettre de simuler le bilan hydrique quotidien d'une culture à partir de différents types de paramètres, du sol, de la culture en question et du climat. Et donc ce modèle a été introduit au Brésil via un doctorant brésilien qui a fait sa thèse au CIRAD. Et donc ce modèle est aujourd'hui utilisé au Brésil comme outil d'aide à la décision et d'appui au programme brésilien de garantie agricole. Et ce programme vise à réduire les risques de pertes agricoles et d'incapacité de remboursement des prêts des producteurs, en favorisant des remboursements possibles lors de pertes et de dégâts en cas de catastrophe climatique liée à l'agriculture. Donc bien sûr, cette utilisation, cette appropriation, elle ne s'est pas faite d'un coup. Il y a eu toute une logique de mise en place d'un réseau opérationnel pour générer des données d'analyse du sol et des cultures, la définition de cartes d'indices de risque climatique, l'organisation aussi pour formuler justement des recommandations de calendriers culturaux, en particulier sur les dates de semis, durée de cycle. Donc tout un réseau, disons, et toute une organisation qui s'est fait autour de cet outil, qui est donc une partie seulement, mais qui vient bien effectivement en termes d'appui dans cette politique agricole. Donc c'est toute cette trajectoire d'appropriation par les organismes de recherche brésiliens et les autorités locales également, que nous avons essayé de retracer pour bien comprendre comment cet outil a trouvé sa place dans ce contexte et quel impact, quel changement il a généré. Et donc là, on illustre un petit peu le fait que cette trajectoire, elle illustre l'importance du poids parfois des individus dans les transferts de connaissances et dans le rôle d'intermédiaire qui peut être joué.
Merci Marie, merci aussi de nous rappeler le rôle de la circulation des personnes, dans la circulation des idées. Je crois qu'on est dans l'amphi Erasme, c'est pas un hasard, c'est dans la recherche, il y a cette tradition de mouvement des idées et des personnes qu'il va falloir aussi accueillir, faire croître. Donc l'environnement du CIRAD ici, ça va permettre de développer cela. En matière aussi de base de connaissances, je vais me tourner vers Ziad, qui est à lui seul une base de connaissances qui circule beaucoup d'ailleurs, qui a connu un nombre innombrable de contextes dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Donc Ziad, effectivement, je serais très curieux, et nous le sommes tous, d'avoir ton avis sur les phénomènes de circulation des apprentissages que tu as pu observer au cours de ces quelques années de pratique. Merci Alix. Disons que j'arrive avec un recul de 25 ans à une certainté. C'est que ce ne sont plus les modèles qui voyagent, mais les conversations. Pour la première question, je disais il faut avoir de nouveaux yeux. Pour la deuxième question, je dis que c'est les conversations qui voyagent maintenant plutôt que les modèles. On passe d'un transfert vertical de modèles à une circulation horizontale, mais surtout une appropriation des savoirs. Et là, je vous montre le livre de base. Donc déjà, en 2002, Quinn Patton, sur 800 pages, avait répertorié je ne sais plus combien de nombre de méthodes. Et c'était déjà en 2002. Je n'ose même pas m'imaginer la taille de ce livre, ou s'il est maintenant, il se décline en plusieurs volumes ou en plusieurs tomes. Et c'est un peu insensé, voire prétentieux de dire que on connaît tout ce qu'il y a dedans et on peut pratiquer tout ce qu'il y a dedans. On parle de plus en plus de mixed methods, de méthodes mixtes. Et c'est un peu l'esprit sur lequel on doit continuer le chemin. Peut-être dans les années 2000 et 2010, il y avait la bataille qui a été d'ailleurs mentionnée dans la vidéo entre les qualitativistes et les quantitativistes, mais ça doit être derrière nous. On est en train de parler maintenant, alors que quelque part dans des laboratoires un peu partout dans le monde, l'intelligence artificielle générative est en train de peu à peu apprendre tout ce qu'on sait et mieux, et à un moment donné peut-être postuler à notre place, voire nous remplacer. Donc cette idée d'horizontalité pour les 25 ans à venir, plutôt que la verticalité, les axes nord-sud, et tout ça est quelque chose d'essentiel. Et là, je peux donner deux exemples de mon expérience pendant mon temps à IECI, mais aussi cantonné à l'Organisation internationale pour la coopération en évaluation. On a aussi le grand bébé qui est Eval Partners, Eval Partners a donné lieu à plein de petits-enfants. Un des petits-enfants est Evaluth, le réseau des évaluateurs émergents. L'autre, pour lequel que je prends un exemple, c'est le réseau des parlementaires pour l'évaluation. Aussi, j'ai entendu dans la vidéo des exemples, OK, les journalistes, les décideurs, les organisations citoyennes, mais les politiciens, c'est surtout les parlementaires. Quand on a mis en place le réseau des parlementaires pour l'évaluation, vous n'allez pas me croire si je peux vous dire qu'on avait une bonne soixantaine de pays représentés dans l'association constituante, mais on peinait beaucoup à trouver un interlocuteur ou une interlocutrice de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Et je crois que c'est toujours le cas. C'est un des exemples flagrants où, en matière d'évaluation et l'interface entre l'évaluation et les politiques, le Sud est en train de prendre la main. Aussi, le réseau des évaluateurs émergents, évaluateurs et évaluatrices, désolé si je n'utilise pas toute la nomenclature tout le temps, mais bon, elle est là.
Donc, dans ce réseau-là, je vois beaucoup, puisqu'il a été fait assez récemment. Il a été lancé en 2015. Il a pris son envol vraiment en 2016-2017. Si j'ai bien compris, il a atterri en France en 2018. C'est assez récent, c'est dans l'air des temps. Et si vous regardez la dynamique euh, dans le réseau global, il y a beaucoup d'horizontalité et de décentralisation, les deux étant essentiels. Voilà un peu ce que je peux dire. Peut-être aussi que les crises, les différentes crises, bon, la crise arrive maintenant dans le nord, N majuscule, elle a toujours été là dans le sud. Et entre-temps, il y a eu pas mal d'émergence de méthodes et d'approches indigènes, outcome harvesting par exemple. C'est un Néerlandais, brésilien, très bon ami à moi qui est maintenant quelque part au ciel, qui l'a mis en place. Most significant change, c'est les Australiens qui l'ont mis en place. Donc, le savoir n'est plus dans les livres. Il est dans nos têtes, dans nos cœurs, et il faut faire en sorte à ce que l'élément humain, le discernement qu'une machine ne pourra pas remplacer, soit au cœur de tout ce processus-là. Merci. Merci, c'est aussi très émouvant comme conclusion provisoire, parce que nous poursuivons. Donc cette émergence à la fois des personnes et des idées, sud-sud, sud-nord, finalement, avec beaucoup d'allers-retours, comme ce qui a été donné. C'est quelque chose sur lequel, Estelle, tu as eu l'occasion de travailler avec la Banque mondiale, avec différents exemples aussi de transferts. Oui, les thèmes qui ont été évoqués par mes trois collègues sont très clairs. C'est les personnes qui font voyager les idées. Et au sein du groupe de la Banque mondiale, c'est le principe de base de notre stratégie RH. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, on change de pays avec l'idée qu'on a nos recettes et nos modèles et qu'on va l'emmener dans le pays d'à côté. Mais ça, c'est une théorie du changement qui doit aussi être questionnée. Donc, les personnes, c'est vraiment primordial. Mais la question des modèles et la question des recettes que Thomas évoquait aussi ce matin, c'est quelque chose qu'on doit remettre en question. Et donc les évaluations qu'on a menées, c'était aussi pour comprendre dans quelle mesure ce modèle d'organisation de ressources humaines fonctionne ou pas, quelles en sont les limites et comment on peut le renforcer. Parce que on sait très bien que la lecture des rapports, c'est pas suffisant, c'est vraiment la relation. Mais une relation de 2 à 3 ans, est-ce que c'est suffisant dans le temps pour établir la confiance, qui est un deuxième élément fondamental qui est revenu dans toutes les évaluations qu'on a faites des processus d'apprentissage. Le deuxième thème qui est revenu, c'est ces dialectiques sud-sud, nord-sud. Moi, je dirais d'abord sud-nord, en fait, parce que je vais me baser sur un exemple en particulier, mais ce qui revient très clairement, c'est que à chaque fois qu'on propose une innovation, une nouvelle idée, un nouvel instrument, une nouvelle approche de politique publique, on fait une expérimentation dans un pays du Sud. Et c'est là où on essaye de comprendre quels sont les contextes qui fonctionnent, comment, vous parliez tout à l'heure de travailler en silo. C'est bien sûr, je pense que ça c'est un problème universel, en tout cas dans tous les pays que j'ai évalués, que mes collègues ont évalué, cette question du silo est constante. Et la Banque mondiale a essayé justement de proposer de la multisectoralité. Et c'est dans les pays du Sud qu'on a essayé de comprendre ce qui fonctionne. Et ensuite, ce savoir redevient formalisé, transformé, synthétisé. Et il informe la deuxième phase d'une stratégie, par exemple. Troisièmement, cette question de la méthodologie, elle revient souvent. Et je pense que le problème qu'on a, c'est nos carcans de critères, d'indicateurs, etc., où en gros, on
donne pas assez de place au processus. Le processus, c'est un outil d'analyse qui est extrêmement utile, sauf que c'est très difficile, encore une fois, de l'organiser, de le mettre dans des bases de données. Et donc, ce qu'on a vu avec les évaluations qu'on a conduites, et en particulier, je vais citer l'exemple du Maroc. J'ai fait une évaluation du programme pays de la Banque mondiale au Maroc sur une durée de 10 ans. On a regardé de manière très approfondie avec des techniques que vous avez peut-être entendues, le traçage de processus, c'est comme ça qu'on dit en français, process tracing, ainsi qu'avec l'analyse de cas comparés. Je ne vais pas aller dans la partie technique, mais ici, le processus, il est au cœur de l'analyse. On ne va pas essayer de mesurer quoi que ce soit, on va étudier, comprendre un processus qui est long, qui a 2 pas en avant, 3 pas en arrière, une boucle, un arrêt, et qu'est-ce qui fait qu'on a réussi au final à continuer jusqu'à notre objectif final sur une période de 10 ans. C'est bien ces questions de relations, de confiance, d'essayer d'avoir un cadre pour transférer la connaissance qui va pouvoir être reçue par les oreilles des plus haut placés, et surtout là où on ne veut pas montrer qu'on est influencé. C'est aussi une grosse problématique, c'est-à-dire qu'on essaie d'importer des idées, mais quand on a du succès, on ne veut pas vraiment le montrer, parce que être influencé par la Banque mondiale, ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en lumière. Donc pour l'évaluateur, c'est aussi essayer de comprendre ce qui se passe dans ce côté-là. Et la dernière chose, c'est que cette histoire de temps long, c'est 30 ans, en gros, qu'il faut pour avoir une relation avec un bailleur de confiance. Il va y avoir des crises gouvernementales pendant ces 30 ans, il va y avoir des changements énormes en termes de système. On peut passer très souvent d'un système plus ou moins démocratique, autocratique. La question des crises, c'est une question de routine, en gros. Et donc, comment on arrive à avoir ces transferts de connaissances et de confiance sur le temps très long, tout en gérant ces dynamiques vraiment compliquées, c'est là, en gros, la clé du vrai transfert de connaissances. Et donc, le Maroc, c'est un pays très... où les crises sont beaucoup moins claires. Il y a eu des épisodes, mais la royauté donne ce temps long et ce cadre. Mais ce qu'on a vu dans l'évaluation, c'était avant tout de pouvoir comprendre que c'est plusieurs outils à la fois, et surtout une humilité énorme de la part du bailleur. Quand ces connaissances sont transférées, c'est souvent dans le sens inverse qu'on l'attendait. C'est-à-dire que, encore une fois, le Maroc, ça a été le pays où la Banque mondiale a le plus innové pour ensuite transférer ces connaissances dans d'autres pays. Voilà. Merci pour ces témoignages et ces exemples. On pourrait tenter de tracer un fil finalement dans ces interventions-là, qui est d'abord l'évaluation, comme on l'a vu à l'initiative, qui fait bouger, qui met en mouvement, que ce soit l'auto-évaluation ou d'autres formes, brasser un petit peu, et puis ensuite commencer à faire émerger, c'est le terme qu'a employé Ziad, à la fois les personnes, les idées, les conversations, et on arrive à la phase effectivement de faire consolider ces savoirs-là, voire je dirais presque cristalliser ces savoirs, ce qui nous amène à notre dernière question pour cette table ronde. Comment faire circuler ces savoirs qui ont été consolidés, cristallisés par l'évaluation? Ça prend souvent la forme de rapports. Ces cristaux, parfois, on les met dans un coffre-fort, le rapport dans le tiroir, Ziad l'a mentionné, c'est pas ce que l'on souhaite. Et évidemment, pour ça qu'on a demandé à nos intervenants de réfléchir qui est fait effectivement pour favoriser cette circulation-là, aussi des produits de l'évaluation. Laetitia a développé ou essaye de développer, c'est un travail continu évidemment, le courtage de connaissances issues des évaluations. De quoi s'agit-il ? Effectivement, comme je vous partageais tout à l'heure, avec 10 ans d'évaluation, c'est 150 évaluations finales, c'est plus de 25 évaluations à large spectre, qu'elles soient géographiques ou aujourd'hui implementation research.
Donc on commence effectivement à avoir un corpus conséquent et il y a un enjeu très fort de transformer l'essai, c'est-à-dire quid de l'appropriation de ces apprentissages. Donc on l'a vu dans le phénomène de l'auto-évaluation, ça se nourrit, ça s'intègre. Là, on arrive sur le chemin. Une brique et un jalon essentiel déjà, c'est l'essaimage de ces leçons, de ces enseignements via leur diffusion et aussi un travail de traduction. Disons que c'est par ce chemin-là qu'effectivement on commence à construire ce que nous couvrons comme du courtage en connaissances. Et c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui on a inscrit tout notre travail sur la diffusion des apprentissages, on va dire dans une architecture organisationnelle de l'apprentissage, où nous avons donc développé là au fil de ces dernières années une série de formats et de productions d'enseignement différenciés, destinés là aussi à des publics très diversifiés, que ce soit la tutelle, donc pour nous le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ou encore les porteurs de projets, leurs partenaires, les partenaires techniques et financiers, comme pour nous le Fonds mondial ou encore l'OMS, ONU-SIDA, etc. Les équipes projets aussi de l'initiative. Et chaque format répond aussi à une logique précise, c'est-à-dire rendre visible, compréhensible, voire actionnable, afin que les évaluations aussi soient perçues comme plus utiles, plus influentes, et aussi les enseignements plus adaptés aussi aux interventions et besoins des acteurs, qu'ils soient pays ou qu'ils soient à un niveau plus macro dans les organisations internationales. Donc, parmi les formats, je ne vais pas tous les énumérer, mais peut-être des exemples qui vous donneront mieux à voir ce travail de courtage. Ce sont ce qu'on appelle, nous, des learning from the field, quand les enseignements viennent des évaluations géographiques ou encore des rencontres débats sur des évaluations thématiques issues de grappes de projets. Ce sont des espaces de discussion croisés où les porteurs, justement, avec lesquels nous avons travaillé, sont associés à ces événements, parfois des programmes nationaux dans les pays. Il peut y avoir aussi, alors souvent, on le fait de plus en plus souvent, c'est d'associer aussi un expert. Donc ça peut être un chercheur, ça peut être un représentant justement des organisations communautaires, ou encore un expert dans un secteur donné, pour justement challenger aussi ces enseignements avec les porteurs, revenir sur les retours, qu'est-ce qu'ils en ont fait, quelles ont été les limites aussi de ces apprentissages 6 mois après, ce qui n'est pas non plus énorme, mais voilà, on essaye aussi de ne pas non plus avoir un temps trop espacé entre la fin des évaluations et ce type de communication et de valorisation et de discussion. Et ça permet aussi de sortir un peu des restitutions très verticales où l'évaluateur arrive, il fait ses enseignements, ses recommandations, il y a 2 questions et puis on passe à un autre sujet. Et ça permet effectivement ces échanges de confronter les résultats, de comprendre aussi quelques temps après les conditions de succès et d'échec aussi d'un enseignement, de formuler aussi de nouvelles hypothèses. Donc ça aussi, alors ça on l'organise au siège, mais on va aussi, puisque les partenaires dans nos pays organisent des événements, ce sont, je vais donner des exemples, l'AFRA-VIH, c'est encore des conférences comme l'ICASA qui sont dédiées à la lutte contre les 3 pandémies et qui nous permettent ensemble de co-construire des tables rondes à partir des résultats des évaluations auxquelles ils ont été partie prenante. Donc là aussi, il y a un travail d'essaimage qui se fait effectivement depuis Paris, mais aussi depuis les pays. C'est pas parfait, mais voilà, c'est quand même un pas supplémentaire. Un autre format, c'est la déclinaison effectivement de ces résultats, je dirais en traduction très concrète, en guide opérationnel, ce qu'on appelle des fiches pratiques ou des learning notes, qui vont permettre de transformer les enseignements en des leviers opérationnels. Et par exemple, à travers des fiches très courtes, se poser la question quand on reçoit un projet sur la tuberculose, quels sont les repères, à quoi doit-on faire attention, quelles sont les sources, à quoi il faut être attentif. Donc tout ça, effectivement, ça se concrétise dans des guides d'action très, très concrets, très pragmatiques. À un niveau plus stratégique, et là, je dirais, c'est là où on rencontre le plus de défis, où on se heurte aussi, on va dire, à la diffusion, à l'intégration des apprentissages, à fortiori à leur appropriation. C'est quand on doit effectivement, quand ces enseignements doivent normalement servir aussi à
orienter, guider, éclairer notre gouvernance, un comité de pilotage ou encore notre tutelle. Donc là, on sent aussi que les résultats d'évaluation, guider effectivement une stratégie politique, ça devient effectivement plus complexe. Alors, ce n'est pas forcément le niveau des évaluations de projet, mais lorsque vous êtes sur des évaluations stratégiques, en tout cas à notre niveau, ça demande des chemins, des réflexions plus complexes parce que derrière il y a des logiques de pouvoir, il y a aussi des complémentarités avec les autres acteurs. Néanmoins, on publie effectivement ce qu'on appelle des policy briefs, effectivement, qui sont des notes d'orientation à partir de données probantes. Donc, peut-être pour conclure très très rapidement, effectivement, nous, on a un intérêt à ce que la connaissance soit utile que si effectivement elle fait vraiment l'objet d'un travail de traduction et que la circulation des apprentissages, c'est pas seulement un effet secondaire des évaluations, c'est vraiment un prolongement, je dirais même une condition déjà première et sine qua non de leur appropriation par la suite. Merci beaucoup. Et donc, on comprend cette attention à la circulation aussi des produits de l'évaluation, plutôt des savoirs cristallisés par l'évaluation, et donc plus que des rapports. On comprend qu'il s'agit de différents formats, c'est pratiquement des flux que vous organisez, rythmés, ou des conversations, pour reprendre le terme que tu as employé, Ziad, juste précédemment, ce qui me permet de te passer la parole pour cette avant-dernière intervention, peut-être en 2-3 minutes, nous dire toi aussi quelle façon tu as de voir ce flux d'informations, de savoir porté par l'évaluation. Peut-être je peux développer 3 idées. La première, c'est ma conviction intime qu'une évaluation bien conduite ne juge pas seulement, entre parenthèses. Elle relie. Et c'est ce processus de liaison, la création d'un langage commun entre acteurs aux temporalités, aux rationalités différentes, qui permet à ce flux de faire son chemin. D'un autre côté, il y a le rôle des évaluateurs, évaluatrices. Mon compatriote Taleb a fait un livre culte qui est Skin in the Game. Je cherchais l'équivalent français. C'est dans l'esprit de jouer cher sa peau, c'est mettre sa peau en jeu. On est à un moment où vraiment, ou bien on fait les choses machinalement, et là une machine fait machinalement beaucoup mieux qu'une personne qui le fait machinalement, ou bien vraiment on a le skin in the game, on a notre peau en jeu. Et je crois que disons, cette circulation et l'apprentissage en général ne se limite pas aux techniques. Il y a le cadre dans lequel l'évaluation évolue, qui inclut aussi une dimension culturelle très importante que disons, elle passe souvent sous le radar, mais elle est super essentielle dans le processus d'apprentissage. Et il y a aussi toutes les sensibilités et les affinités politiques qui doivent se rencontrer et quelque part trouver leur place. Donc, du coup, l'évaluation devient un outil très fort quand elle est bien conduite de diplomatie silencieuse, c'est-à-dire chacun peut comprendre la logique de l'autre sans nécessairement l'approuver, mais au moins être à distance égale. Et l'apprentissage se situe dans ce juste milieu, là où je dirais pas le dénominateur commun le plus bas, mais non, le juste milieu où chacune trouve sa place et sa niche, et en fonction de cela, de traduire l'apprentissage en action, en politique publique. Sinon, ça reste un exercice mental au mieux, un exercice futile au pire. Merci.
Merci Ziad. Et donc après nous avoir présenté les 386 pages de l'encyclique de Michael Kuhn-Patton, tu nous expliques que la technique finalement c'est qu'un élément mais c'est pas le plus important. Il faut aussi savoir le mettre en œuvre et mettre ça pour en jeu, un sacré programme en tout cas pour faire aboutir ces évaluations. Et je me tourne enfin vers Marie précisément qui s'est intéressée à la question des processus évaluatifs et comment ils impactent la façon dont on porte les connaissances. Oui, donc merci. En termes de favoriser les apprentissages mutuels, je soulèverai voilà, deux points que le CIRAD cherche à persévérer. Disons, c'est en termes de posture, donc avec l'idée de promouvoir des démarches participatives dans un premier temps et aussi des démarches volontaires d'évaluation. Donc, démarche participative, on en a déjà pas mal parlé. L'idée, c'est vraiment de favoriser la prise en compte des différents points de vue, des perceptions des acteurs concernés par le processus d'innovation, pour identifier, pour caractériser les changements et les impacts, d'améliorer la compréhension aussi des mécanismes de causalité, de la pertinence et la qualité des données qui sont recueillies, mais aussi de développer la capacité de réflexion des acteurs qui participent au processus d'évaluation pour mener justement cette activité réflexive ensemble. Donc l'idée, le postulat, c'est que derrière cette participation, c'est de renforcer les possibilités, les conditions d'usage des résultats et de favoriser donc une meilleure compréhension et appropriation des méthodes et des résultats d'évaluation. Alors on a beaucoup parlé des évaluations peut-être de manière plus rétrospective ex post, mais c'est aussi intéressant de voir en ex ante. Donc le CIRAD aussi développe des approches qui permettent en amont d'une intervention de réfléchir à cette planification stratégique et donc par aussi des mécanismes participatifs en impliquant les acteurs concernés par les interventions. Et donc ça permet de favoriser des mécanismes d'interconnaissance, des processus d'apprentissage communs, identifier des inconnus, construire une vision partagée de l'intervention. Et le deuxième point, du coup, c'est vraiment sur des démarches qui soient volontaires. Et on se dit que les études d'évaluation, les accompagnements aux réflexions autour de l'impact sont souvent proposés et non imposés, pour ce qui est le cas des évaluations qui sont menées en interne au CIRAD, avec l'idée et la conviction que ça favorise une meilleure appropriation des concepts, des outils, des méthodes et des approches. Alors, il y a un équilibre à trouver finalement entre ce volontariat, disons, qui a son apport, mais qui aussi propose moins de visibilité à donner aux institutions en termes de mécanismes d'apprentissage institutionnel, versus systématiser peut-être un peu plus des évaluations d'impact sur un certain nombre d'objets, et donc peut-être avoir une capitalisation qui soit peut-être plus intéressante. Voilà, mais c'est un équilibre à trouver entre ces deux choses. Merci beaucoup Marie. Et donc on va prendre un peu le temps de prendre des questions de la salle, donc n'hésitez pas à vous manifester et s'il vous plaît surtout levez-vous quand vous prenez la parole, donnez-nous votre nom, votre organisation et allez-y. Bonjour à tous, je suis Florent Loiseau, consultant en évaluation, je travaille pour un petit cabinet qui s'appelle Transformation Associée. Je vais commencer par dire que j'ai beaucoup appris de tout ce qui a été dit, donc ça c'est très bien. Je suis aussi très content d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Je pense que ça va dans le bon sens, quoi. Ça rend tout ça plus intelligent, donc c'est super. Bon, maintenant la question un peu provocante, mais qui n'est pas seulement provocatrice. Je m'étonne qu'on n'ait pas du tout parlé de décoloniser l'évaluation. Je m'étonne du fait qu'on n'ait pas dit que l'évaluation se développe au sud, mais les critères restent quand même des critères du Nord. Enfin, on est quand même tout le temps dans les critères de l'OCDE. Ces maudits critères qui sont tellement puissants, tellement excellents et tellement fatigants et qui souvent évitent de penser, et donc c'est terrible. Voilà, alors je me disais, est-ce que le Sud pourrait nous apprendre, nous aider en fait, et nous aider dans ce sens-là à apprendre à penser autrement, à travailler autrement avec le Sud, même si le Sud-Nord, je trouve que c'est un peu compliqué aussi. Voilà, merci. Et bien sûr aussi Ziad en visio, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez répondre aux questions. C'est difficile parce que là en fait on ne vous voit pas. Voilà, là maintenant on vous voit. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Donc Laetitia, allez-y. Je veux bien, hein, peut-être en revenant sur l'exemple de l'auto-évaluation, on n'est pas parti sur les critères du CAD, en tout cas sur l'un des deux exemples donnés. Les questions, elles ont été formulées avec les communautaires.
Donc là, on était vraiment impliqués dans les acteurs, dans les pays. On n'était pas effectivement sur... alors, il y avait peut-être une patte d'un évaluateur du Nord, mais pas forcément effectivement. Déjà, on travaille aussi, je pense, de plus en plus avec des experts qui viennent des pays. Ça n'empêche pas qu'ils reprennent peut-être aussi des critères assez... CAD compatibles. Mais là, en l'occurrence, ce principe d'auto-évaluation, c'est vraiment les indicateurs, les questions ont été formulées pour qu'elles soient vraiment ancrées sur quid des effets sur les transformations des pratiques communautaires, sur leur infusion, leur dissémination. Donc là, on peut avoir effectivement, quand on part avec une évaluation, en tout cas participative, à faire en tout cas un pas de côté, peut-être pas une révolution, mais déjà trouver un chemin de changement pour effectivement décoloniser le travail d'évaluation sur ce point de vue, et aussi aller davantage s'appuyer sur l'expertise justement que l'on peut trouver lorsqu'ils sont disponibles aussi dans les pays avec lesquels nous sommes en partenariat. Est-ce que vous voulez aussi réagir Oui, très rapidement, c'est une très bonne question et c'est un sujet qui prend aussi de plus en plus d'ampleur au CIRAD, avec aussi des questions de recherche qui se développent à ce niveau-là. Donc c'est bien sûr aussi ce qu'on essaye de favoriser à travers les démarches participatives en impliquant autant que possible, disons, les acteurs qui sont directement concernés. Et un petit peu dans la même dans la même tendance, le fait de faire que ces indicateurs, disons, émergent, pas des évaluateurs, mais vraiment des parties prenantes elles-mêmes, qu'on appelle pas indicateurs, mais plutôt descripteurs d'impact, descripteurs de changement, qu'on transforme ensuite en indicateurs. Donc c'est juste une petite contribution, mais c'est vrai que c'est un sujet qui prend d'importance. Ziad, vous souhaitiez ajouter ? Oui. Je dirais que, disons, de la perspective sud qui favorise le dialogue, l'évaluation ne doit pas trancher, elle doit relier. Et là, on voit de plus en plus, comme je dis, des processus de dialogue, de mise en commun, etc. Maintenant, les critères, quelque part, ça nous renvoie aussi à un sujet qui a été évoqué dans le film, la professionnalisation. Et sur quels critères s'appuyer, comment s'y prendre, etc. Mais dans le Sud, c'est plutôt la culture du consensus qui prévaut, ou je dirais la culture de dialogue. Et c'est, je crois, l'apprentissage essentiel. Maintenant, il faut un socle commun, ou disons des lenses, des lentilles communes par lesquelles on peut voir les choses. Là, c'est inévitable qu'on doit avoir des standards, maintenant des standards larges ou étroits ou au milieu. C'est à nous, comme professionnels du métier, à décider, et à vous, à la SFE et un peu partout. Sur cette question, merci beaucoup Ziad. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, Estelle, je vais bien. Elle est difficile, donc j'ai essayé d'éviter. Non, je pense que ce soit sur la question des critères, que ce soit sur les valeurs, etc., c'est difficile parce qu'il faut revenir en arrière des décennies, il faut déconstruire des systèmes qui sont tellement ancrés. C'est la routine, quoi. Et la routine, c'est dur. C'est dur. Donc, c'est pour moi, c'est des toutes petites batailles tous les jours. Essayer d'avoir des évaluations avec des questions qui ne reprennent pas les critères du CAD si c'est pas ce qu'il faut qu'on se pose. Avoir des levées de boucliers, mais pourquoi on ne pourrait pas mettre ça sous pertinence, parce que ça a l'air quand même d'être pertinence. On ne peut pas mettre ça sous cohérence, parce que quand même ça ressemble à cohérence. Et c'est tous les jours, et c'est difficile, mais c'est nécessaire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, en tout cas, d'où j'atterris de Washington, on a eu il y a vraiment un changement de paradigme total, c'est-à-dire qu'en termes de qui, dans le conseil exécutif de la banque, est maintenant vraiment un champion de l'évaluation, ben ça change du
tout au tout par rapport aux champions qu'on avait avant, les Européens, les Américains, etc. C'est plus le cas. Et on a des nouveaux champions qu'on n'attendait pas, et c'est des champions, des gens qui sont nos clients, parce que c'est là où l'institutionnalisation peut-être défaillante, parce que peut-être c'était des cadres qui étaient au début qui n'étaient pas super pour eux, mais qui se sont appropriés, qui ont fait maintenant leur propre vision de ce qu'une évaluation est, qui vont venir défendre l'exercice évaluateur, les données, etc., qui sont beaucoup plus en demande. Donc je pense qu'on est un peu dans l'inversement du paradigme, et on s'est défait de... Enfin, nos défenseurs sont plus où ils étaient, et c'est peut-être pour le meilleur. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Je voudrais aussi remercier vivement la régie pour la qualité de la visio avec le Liban. Et donc, merci à tous pour cette participation. Et donc, peut-être... Bonne fin d'après-midi, et on se retrouve à la soirée.